L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Michel Sapin, donc bienvenue. François Hollande repart en province aujourd'hui, donc après la conférence de presse, il va à Rodez. Et où va-t-il à Rodez? Chez Bosch. Donc vous m'avez entendu tout à l'heure, est-ce que fondamentalement cet homme, le président de la République, ne serait pas une sorte de Gerhard Schröder allant chez Bosch pour finalement célébrer la flexi-sécurité et célébrer les réformes qui passent mal du côté de l'aile gauche du PS, mais qui peut-être lui redonnent justement en ce moment un gain de popularité. En tout cas, c'est ce que prouvent les sondages. Vous avez pas mal résumé les choses. Non, j'essaie de vous poser la question, de vous faire avouer. Je vais les dire à la manière qui est la réalité des choses. On peut s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays. On doit s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays. Et en Allemagne, par exemple, des décisions ont été prises, pas seulement par un homme, Gerhard Schröder, ça n'aurait pas porté, mais par les partenaires sociaux, patronat et syndicats, qui ont permis à l'Allemagne de traverser une crise terrible, presque plus forte encore en Allemagne que chez nous, sans dommage. Enfin, sans dommage à terme. Il y a aujourd'hui moins de chômeurs en Allemagne qu'il n'y en avait avant la crise. Chez nous, il y en a 1 million 300 000 de plus. Susurrer aux Français des choses qu'il n'a pas vraiment explicitées pendant la campagne électorale. Non, sur ce point, je suis socialiste, a dit dans la conférence de presse. Enfin, oui, mais en Allemagne, il rend hommage à Schröder. Laissons les mots socialiste, social-démocrate. Quand on est social-démocrate en France, on s'appelle socialiste. Quand on est socialiste en Allemagne, on s'appelle social-démocrate. Bien, c'est la même grande famille. C'est pas pour autant qu'on fait exactement la même chose dans chacun des pays. Mais je le répète, on peut s'inspirer du meilleur de chacun de nos pays. Quand l'Allemagne parle de la France, elle dit la France est un modèle en termes de politique familiale. Et elle veut s'inspirer de cette politique familiale, parce que l'Allemagne a des problèmes de démographie considérables, que nous n'avons pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème de financement de nos régimes de retraite, mais on n'a pas de problème de démographie au fond. Mais je veux revenir à ce que nous avons fait en France. En France, nous avons, quand je dis nous, le pouvoir politique, François Hollande, le gouvernement, moi-même, nous avons voulu que les partenaires sociaux négocient entre eux pour réformer le marché du travail et avoir quelque chose qui soit plus simple, plus souple et sûr pour les entreprises, mais plus sûr pour chacun des salariés concernés. C'est l'accord du 11 janvier, c'est la loi sur la sécurisation de l'emploi, et c'est ce qui s'est fait, je dirais presque par anticipation, dans un certain nombre d'entreprises françaises, dont Bosch. Il n'est pas l'anesthésiste décrit par l'opposition, il est un réformateur. Et non, on peut qui prendre va tout d'un coup apparaître comme une sorte de Gerhard Schröder français. Pas tout d'un coup, mais c'est l'avantage d'une année passée, parce que cette année passée, ça n'est pas une année perdue, ça n'est pas une année subie, c'est une année d'action, c'est une année de décision. Après, ces décisions, elles prennent leur ampleur, surtout elles voient leurs résultats dans la durée. Alors, et on venait rentrer dans cette période où les résultats vont commencer. Gilles Leclerc, nous sommes avec Michel Sapin en direct. À propos de l'Allemagne, encore une fois, on a vu que vous allez prendre une initiative franco-allemande pour l'emploi des jeunes. Là, encore une fois, ça veut dire qu'on va s'inspirer du modèle allemand, ou est-ce qu'on mixe ce qui est fait ici et de l'autre côté du Rhin? Je pense que l'Europe marche bien si nous avons une idée commune, si nous avons une dynamique commune. En tout cas, elle ne marche pas quand il n'y a pas cette dynamique commune. Quand cette dynamique commune vient de ce qu'on appelle le moteur franco-allemand, mais ne reste pas simplement un condominium franco-allemand, s'étend à l'ensemble des États. Ça, c'est une méthode. Sur la question du chômage des jeunes, là, l'initiative, c'est de dire quelque chose qui est insupportable aujourd'hui en Europe, c'est qu'il y a toujours 2 fois plus de jeunes au chômage que le reste de la population. Alors, en Allemagne, vous me direz, c'est le paradis, puisqu'il y a 8% seulement, mais c'est 2 fois de jeunes au chômage, mais c'est 2 fois plus que le chômage global. Et en Espagne, c'est épouvantable. Ils ont 25% de chômage. Globalement, 50%. Donc ça veut dire quoi concrètement pour les jeunes chômeurs aujourd'hui? Voilà donc quelque chose qui n'est pas supportable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et tout particulièrement en zone euro. Donc agissons ensemble dans le même sens à partir d'un certain nombre d'expériences qui peuvent exister. Il y a chaque pays, nous par exemple, nous avons mis en place les emplois d'avenir. Nous mettons en place le contrat de génération. Vous avez dit, pardon, je vous interromps deux secondes, vous avez dit fin mars, on en était à 10 000 emplois, accords signés. 20 000 fin avril, et nous allons avoir les chiffres de fin mai dans quelques années, dans quelques semaines ou quelques jours. Et vous prévoyez combien? Combien qui prévoit exactement ce que nous avions prévu, c'est-à-dire pour le premier semestre, 1/3 des emplois d'avenir, au deuxième semestre, 2/3 des emplois d'avenir, parce que comme toute politique, il y a un moment donné où il faut monter en puissance, et après ça, c'est le coup d'accélérateur
d'accélérateur, ce sera en septembre-octobre, ce qui est en lien d'ailleurs avec le cycle habituel, le cycle scolaire, qui permet les créations d'emplois. Michel Sapin, je sais que vous êtes un ardent défenseur de ce que dit et répète le président de la République en disant qu'il y aura une inversion, ou en tout cas une stabilité de la courbe du chômage. Je ne suis pas un défenseur, à la fin de l'année. Mais quand l'UNEDIC vous dit, ou dit à l'opinion, qu'en 2013 et 2014, que le chômage va continuer d'augmenter, qu'est-ce que vous répondez ? En 2013, l'UNEDIC dit que le chômage va se stabiliser. Entre la stabilisation et l'inversion, il y a la différence de la perfection dans l'action. Bien. Et donc, non, mais c'est ce qu'elle dit très clairement. Elle dit stabilité. Pas beaucoup de gens pensaient que des observateurs extérieurs pourraient dire stabilité à la fin de l'année. Donc, stabilisation, et nous inverserons parce que nous mettrons à fond l'ensemble des politiques qui sont voulues, qui sont dans la main de l'État. En attendant quoi ? En attendant, et par ailleurs en agissant, pour que la croissance elle-même permette de produire des emplois dans les entreprises. Les vrais, les bons, les emplois durables, c'est ceux qui se créent évidemment dans le tissu économique français. Mais là, en attendant, on fait quoi ? On reste les bras ballants ? Non, ce n'est pas acceptable. Donc nous agissons. 2014, l'UNEDIC a pris des hypothèses, qui sont les seules hypothèses qu'elle avait le droit et qu'elle pouvait prendre, qui étaient la connaissance qu'elle avait de l'action du gouvernement aujourd'hui. Et nous sommes au mois de mai. Bon, nous allons mettre en place, renforcer encore nos politiques de l'emploi, et c'est ce qui me fait dire, c'est ce qui me fait vous dire que nous inverserons la courbe du chômage à la fin de l'année et que nous l'inverserons durablement, de manière à ce que ce ne soit pas juste une inversion et un rebond ensuite, ce qui n'aurait absolument aucun intérêt pour personne et surtout pas pour les chômeurs. Les uns et les autres, à force de mettre en avant ce pari auquel vous croyez, c'est pas simplement un pari, si jamais il n'a pas lieu. Oui, absolument, je viens de le dire. Mais s'il n'a pas lieu, c'est une catastrophe politique. Mais est-ce qu'on peut agir sans se donner des objectifs et sans permettre aux observateurs que vous êtes de juger si on a atteint ces objectifs ou non ? Non, ça ce serait le flou, comme vous diriez. Ça, ce serait agir dans le mou, comme vous auriez peut-être dit. Donc, non, on agit de manière précise, de manière concrète, et en fixant des objectifs qui permettent que l'action politique, l'action publique soit jugée sur ses résultats et pas sur, comment dirais-je, des états d'âme, des appréciations subjectives. Non, là, ce sera sur les résultats. Et cette année, ce sera l'année des résultats. Michel Sapin, juste sur un point, est-ce que l'ouverture des magasins le dimanche ne serait pas un levier, justement, pour l'emploi? C'est un débat. Vous avez l'air très très réticent. Oui, alors je suis réticent. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de votre majorité qui est pour. Oui, mais qui réagissent au coup par coup, ce que je peux comprendre, parce qu'en région parisienne, il y a une situation un peu particulière, parce qu'il y a des magasins qui ont ouvert, parfois qu'on avait autorisé à ouvrir, et dont la fermeture aujourd'hui est prononcée par la justice. Donc c'est incompréhensible pour tout le monde, les élus, mais aussi les gens. Ah, c'était ouvert, tiens, c'est fermé maintenant, pourquoi? C'est ouvert d'un côté de la rue, c'est fermé de l'autre. Mais c'est le résultat de quoi, ça? Mais en temps de crise, est-ce que là, c'est pas un levier? Oui, mais non, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat d'une mauvaise législation, une législation tatillonne, qui a été modifiée par petits coups comme ça, ce qui aboutit aujourd'hui à quelque chose d'incompréhensible. Est-ce qu'il faut pour autant revenir sur le principe du dimanche, qui est un jour où, où on ne travaille pas? Non, je pense qu'il ne faut pas revenir sur ce principe. On peut adapter les choses, on doit discuter, et d'abord les partenaires sociaux eux-mêmes doivent discuter. Mais il faut maintenir un certain nombre de principes. Il faut maintenir aussi le fait que, le travail c'est bien, hein, enfin se retrouver aussi un petit peu au calme, en famille, entre amis, pour avoir autre chose que le travail, ça me paraît quand même indispensable, y compris à la productivité de chacun d'entre nous. Alors Gilles va terminer sur l'affaire du mariage pour tous. Je voudrais vous poser deux questions à caractère économique extrêmement simples. D'abord, David Assouline, le porte-parole UPS, et hier, d'une certaine manière, à l'Air de Désir, a dit finalement, contrairement à Moscovici, on ne peut pas enterrer l'idée de légiférer sur le salaire des patrons. Vous nous dites quoi ce matin? Moi, d'abord, un premier constat. Vous êtes vous êtes Assouline? Il y a des salaires patronaux, surtout au cours de ces dernières années, qui se sont montés à des niveaux absolument insupportables, quand par ailleurs les mêmes patrons demandent globalement des efforts à l'État, à la société, et souvent d'ailleurs à leurs propres salariés. Donc la régulation des salaires, des plus hauts salaires, est une nécessité en France, comme elle est en train d'ailleurs de s'imposer dans d'autres pays. À partir de là, il y a deux méthodes. À partir de là, il y a deux méthodes. Une première méthode qui est toujours meilleure, c'est que les acteurs eux-mêmes s'autorégulent. C'est cette méthode-là qu'aujourd'hui, M. Moscovici souhaite privilégier, et je le comprends. Et puis il y a une deuxième méthode, c'est quand on constate que ça ne marche pas, eh bien c'est la loi. C'est comme ça. La loi, c'est la règle, et à ce moment-là, la règle. Donc vous allez attendre de savoir ce qui se passe. Eh bien, je ne vais pas attendre de savoir ce qui se passe, c'est toujours l'impression qu'il faut attendre. Non. C'est mettre une pression, ça y est, c'est en cours là, une pression suffisante. Je comprends que le mettre du côté du MEDEF ou du côté de l'Association des grandes entreprises françaises, on veut agir, on veut avancer pour qu'il y ait une régulation réelle. Et nous regarderons précisément
où ils en seront, mais pas dans 3 ans ou dans 10 ans, où ils en seront dans quelques mois. Deuxième point économique, et après on conclut sur le mariage pour tous. Arnaud Montebourg a l'air assez mécontent du chantage, dit-il, qui est fait par les grands groupes sur le crédit d'impôt concernant justement leurs sous-traitants, en leur disant finalement vous avez un crédit d'impôt, donc c'est très simple, baissez vos prix. C'est toujours le risque du gros par rapport au petit. Je parle du gros dans le monde économique par rapport au petit. C'est pas que ce soit pervers, mais ce serait toute autre mesure. Elle aurait exactement la même conséquence. Le gros se dit, puisque le petit a un avantage, je vais essayer d'en profiter aussi. La réponse est non. Le crédit impôt compétitivité emploi, il est fait pour chacune des entreprises. Les grosses, elles en toucheront plus par définition, parce qu'elles sont plus grosses, et les petites, pour rétablir leur marge, si pour permettre d'investir, pour permettre de créer des emplois. Donc pas d'étranglement. Et si il y avait des attitudes de cette nature, eh bien ceux qui voudraient étrangler les petits, nous trouverons pour les contrer. Gilles Leclerc, question politique pour terminer. Pour terminer en 20 secondes, quelles leçons politiques au fond vous tirez de la séquence mariage pour tous, vis-à-vis des politiques en général? D'une manière, deux choses. Premièrement, le fait qu'il y a un gouvernement, un président de la République qui décide, qui respecte les opinions, qui respecte les convictions, parce qu'on doit respecter les convictions de ceux qui ne partagent pas le principe même du mariage pour tous, mais qui maintient jusqu'au bout, et qui fait qu'une loi est adoptée, qu'une loi est conforme à la Constitution et qu'une loi est promulguée. Il y a une rectitude, une volonté d'avancer dans le respect des convictions. Et de l'autre côté, je constate simplement que la droite s'est piégée elle-même dans ce débat sur le mariage pour tous. Au lieu d'être du côté des convictions,